L'enquête sur le meurtre d'une jolie jeune femme reste au point mort pendant plusieurs années. Certes, les enquêteurs disposent de preuves médico-légales et de nombreux suspects, mais cela n'est pas suffisant. Grâce au témoignage de la fille de la victime âgée de 9 ans, aux annotations trouvées dans un agenda et à des recoupements, la police parviendra à distinguer le vrai du faux. Un policier à la retraite est retrouvé mort dans sa chambre, tué d'une balle dans la tête. Mais les circonstances de son décès restent obscures. Certaines preuves indiquent qu'il s'agit d'un suicide. D'autres suggèrent plutôt un meurtre. Une reconstitution de la scène de crime, un guichet automatique et des manuels de médecine légale trouvés chez la victime permettent de rédiger le dernier chapitre de cette histoire, digne d'un roman policier. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Dès qu'un crime est commis, une véritable course contre la montre s'engage entre le criminel et la police. Les enquêteurs n'ignorent pas que le temps joue contre eux, car s'il a eu lieu en plein air, les intempéries brouillent la scène de crime, le corps se décompose et les indices s'estompent, laissant au meurtrier la possibilité de se construire un alibi. Dans l'affaire que nous allons suivre maintenant, les policiers ont accumulé les handicaps, puisque l'enquête s'est enlisée pendant 2 ans. Mais contre toute attente, ce long délai a permis à la vérité de faire surface. Kathleen Lipscomb, âgée de 30 ans, fait de son mieux pour assurer son rôle de mère auprès de ses 2 jeunes enfants, tout en travaillant en tant qu'infirmière à San Antonio, au Texas. Elle était très attentionnée. Elle aimait sa famille. Nous étions très liés. Kathleen s'est mariée avec un sergent de l'armée de l'air américaine, Bill Lipscomb. Ils se séparent après 8 ans de mariage. Ils conviennent que Bill aurait la garde des enfants le week-end. Un dimanche soir, pourtant, Kathleen ne vient pas chercher les enfants comme prévu. Bill les raccompagne donc chez Kathleen, mais celle-ci n'est pas là et sa voiture non plus. Il lui laisse un message sur sa porte. Le lendemain matin, il n'y a toujours aucun signe de Kathleen. Un de ses collègues m'a appelé pour me dire qu'il se faisait du souci pour elle car elle n'était pas venue travailler ce jour-là. J'ai eu l'estomac noué. Il s'est contracté l'espace d'1 minute. Ce n'était pas possible. Bill avait les enfants. Kathleen avait dû sortir avec des amis et n'allait pas tarder à rentrer. Elle était en retard, voilà tout. Plus tard dans la journée, un homme aperçoit un corps dénudé près d'une route déserte à l'extérieur de la ville. Il s'agit de Kathleen Lipscomb. Le meurtre a sûrement eu lieu ailleurs. Quelqu'un avait certainement transporté son corps d'un point A à un point B, ce dernier étant l'endroit où on l'a abandonné. Selon les enquêteurs, le fait que les vêtements de Kathleen aient été roulés au lieu d'être pliés n'est pas anodin. C'était une technique militaire, c'est certain. Je n'ai jamais vu un civil rouler ses affaires de la sorte. Seuls les militaires le font. Malheureusement, les enquêteurs ne trouvent aucune trace de pneu ou d'empreinte près du corps. Bill, l'ex-mari de Kathleen, est aussitôt convoqué pour un interrogatoire. Je l'ai bien inspecté pour voir s'il avait été blessé, s'il portait des traces de coups que Kathleen aurait pu lui infliger en se défendant, des éraflures, des bleus, des traces sous les ongles qui auraient pu signaler où il avait agrippé sa victime. Mais je n'ai rien trouvé. Les enfants déclarent à la police qu'ils ont passé tout le week-end avec leur père, ce qui confirme son alibi. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la victime est morte par strangulation. Elle révèle aussi que Kathleen a eu des rapports sexuels 24 heures avant sa mort. Des amis de la victime informent la police qu'elle avait une liaison avec un certain David Pearl, un médecin marié qui habitait en ville. Kathleen et le docteur Pearl travaillaient ensemble. Cette proximité dans le travail s'est transformée en histoire d'amour pour Kathleen. Et elle était intimement convaincue qu'il l'aimait aussi. Il lui avait promis de divorcer et de l'épouser. Nous avons découvert que le docteur Pearl avait eu de nombreuses liaisons et qu'il disait à ses maîtresses que sa femme et lui étaient séparés, alors qu'ils ne l'étaient pas. J'ai alors pensé avec inquiétude au cas classique de la femme jalouse. Bill Lipscomb, le mari de la victime en instance de divorce, semble posséder un solide alibi.
Au moment supposé du meurtre, il était avec ses enfants. Ils ont témoigné de sa présence à leur côté. Mais Bill est sergent dans l'armée de l'air. Or, selon les enquêteurs, après le meurtre, les vêtements de Kathleen ont été roulés avec la technique qu'emploient les militaires américains. Le docteur David Pearl a avoué avoir passé le week-end en compagnie de la jeune femme, ce qui fait de lui le principal suspect. Il clame son innocence. Mais son épouse bafouée aurait-elle cherché à se venger? À ces deux pistes vient bientôt s'en ajouter une troisième. Vincent Robideau est un infirmier qui travaille avec Kathleen à l'hôpital. Il vit dans la même résidence qu'elle et lui non plus n'est pas allé travailler ce jour-là. Il avait quitté la ville. Il n'était pas revenu chercher son chèque et n'avait même pas demandé à ce qu'on le lui envoie. Face à ces nombreux suspects, les enquêteurs ne savent pas par où commencer. Une semaine après le meurtre de Kathleen Lipscomb, on retrouve sa voiture sur le parking d'un restaurant non loin de chez elle. Les enquêteurs ne trouvent aucune empreinte digitale à l'intérieur comme à l'extérieur de la voiture. Le docteur Robert Bucks, médecin légiste, dispose de 2 indices pour déterminer l'heure du décès de Kathleen. Elle avait mangé un plat chinois qu'elle n'avait pas encore digéré, ce qui indiquait qu'elle avait pris son repas peu de temps avant de mourir. Les marques retrouvées sur les jambes de la victime sont attribuées aux fourmis. Elles permettent d'établir quelques repères. L'activité des fourmis a lieu en grande partie le jour. Elles ont donc probablement été en contact avec le corps dès l'aube ce matin-là. Ces 2 indices indiquent que Kathleen a sans doute été tuée le dimanche soir à l'heure du dîner et son corps déposé dans le champ avant l'aube. Les enquêteurs de la police scientifique découvrent 4 mèches de cheveux rouges sur les vêtements de Kathleen. Équipés d'un microscope stéréoscopique, les experts constatent que ces cheveux n'ont pas de racines. À la base du cheveu, on doit voir la racine qui a une forme de bulbe. Son aspect dépend du stade d'évolution du cheveu. En grossissant 100 fois le cheveu, on s'aperçoit qu'il a été teint. Très souvent, on observe une démarcation nette entre la couleur naturelle du cheveu à la racine et celle du reste du cheveu. La démarcation due à la teinture est la même sur les 4 cheveux. Il apparaît clairement que ces cheveux n'appartiennent ni à Bill, l'ex-mari de Kathleen, ni au Dr Pearl, son amant. Le test génétique est à ce moment-là très loin du but. Le cheveu était dépourvu de sa racine. En 1986, autrement dit à la fin des années 80, la technologie médico-légale n'était pas aussi pointue qu'aujourd'hui. Sur ce point, nous étions très limités. Les techniques d'identification des victimes et des meurtriers par ADN sont des applications directes des recherches génétiques. Elles ont été utilisées pour la première fois en Grande-Bretagne en 1986 dans le cadre d'une enquête criminelle. Dans un bourg près de Leicester, une jeune fille est violée et assassinée. Un suspect est arrêté, mais son ADN ne correspond pas à celui du sperme retrouvé sur la victime. Les policiers décident alors de soumettre à une prise de sang tous les hommes de l'agglomération, soit 5000 personnes, sans résultat. Jusqu'à ce qu'un certain Colin Pitchfork se vante d'avoir échappé au prélèvement sanguin en envoyant un ami à sa place au laboratoire. L'information parvient à la police, Pitchfork subit de force une prise de sang, elle est positive et les généticiens apportent la preuve biologique de sa culpabilité. Ce résultat spectaculaire a progressivement systématisé l'utilisation de la comparaison d'ADN en criminologie. Néanmoins, en 1998, à l'époque où se déroule notre affaire, les techniques les plus sophistiquées n'existaient pas encore. L'enquête semble enfin progresser lorsque les enquêteurs localisent Vincent Robideau, le collègue et voisin de Kathleen, qui a disparu le week-end où elle a été tuée. Il était en fait retourné à Galveston, sa ville natale, après s'être disputé avec son petit ami.
Là-bas, il avait trouvé un poste d'infirmier à l'hôpital du coin et ne voulait plus entendre parler de San Antonio. La police peut rayer Robideau de la liste des suspects. Nous en étions arrivés au point où nous ne pensions pas pouvoir résoudre cette affaire, à moins d'obtenir un indice capital. Et nous sentions que c'était mal parti. Pendant 2 longues années, la police poursuit l'enquête sur le meurtre de Kathleen Lipscomb. La famille de Kathleen continue de penser que Bill a joué un rôle dans cette affaire. 7 mois avant le drame, il augmente l'assurance vie de Kathleen qui atteint alors 315 000 $. La famille de la victime fait alors appel à un détective privé, Tom Bevans. Bevans fouille l'appartement de Kathleen afin d'examiner tous ses biens personnels. Il découvre 2 informations intéressantes dans son agenda. La première est une indication étrange. Tournoi de baseball, Shannon Gilbert présente. La première fois que je suis tombé sur le nom de Shannon Gilbert, je n'ai pas su qu'en faire. C'était un nom que je n'avais jamais vu et dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis donc demandé pourquoi Kathleen l'avait inscrit là. Il devait représenter quelque chose pour elle. Après quelques recherches, Bevans apprend que Shannon Gilbert est dans l'armée de l'air avec le mari de Kathleen. La rumeur dit qu'ils ont une aventure. Bevans rend visite à Shannon Gilbert. Elle m'a demandé s'il s'agissait de Bill Lipscomb. Je lui ai répondu que oui. Elle a alors déclaré qu'elle voulait un avocat. Je savais que j'étais sur la bonne piste. Bevans trouve une autre information dans l'agenda de Kathleen. Nombreux coups de téléphone et des nuits à l'extérieur pour parler des tests. Bill a obtenu toutes les questions de l'examen. Cet examen est un concours interne auquel tout le personnel militaire doit se soumettre pour obtenir une promotion. Les informations notées par Kathleen suggèrent que son ex-mari a triché. Bill Lipscomb est monté en grade beaucoup plus vite que les autres sergents-chefs de toute l'histoire de l'armée de l'air. Ces indications expliquent sans doute pourquoi. Puisque ces allégations de triche concernent l'armée de l'air, le docteur Charles McDowell se joint aux enquêteurs en tant que membre du bureau d'investigation spéciale de l'armée de l'air américaine. Lorsque vous avez un crime secondaire sur lequel vous appuyez, une affaire sérieuse, sans être aussi grave qu'un meurtre, cela vous donne la possibilité de mieux cerner votre suspect. En observant les photos prises sur les lieux du crime, le docteur McDowell fait une importante découverte. D'après moi, la position du corps et le contexte dans lequel on l'a trouvé suggéraient que tout avait été fait pour que l'on croie à une agression sexuelle. Mais quelque chose n'allait pas chez la victime. Tout cela sonnait faux. Il a examiné tous les indices et au bout de 30 à 45 minutes, il a affirmé que Bill était le tueur. Bill était le meurtrier alors que nous pensions tous, à ce point de l'enquête, qu'il avait employé quelqu'un pour tuer sa femme. De plus, d'après McDowell, le fait que les jambes de Kathleen soient croisées signifie que le corps a été placé dans un endroit petit et étroit juste après le décès, c'est-à-dire au moment où le corps s'est figé. McDowell soupçonne aussi que c'est un complice du tueur qui a déposé le corps. Les meurtriers qui connaissent leurs victimes ont tendance à couvrir le corps ou au moins le visage, ce qui n'est pas le cas ici. Cette supposition était extrêmement importante, car pour commencer, plus il y a d'acteurs impliqués dans un crime, plus vous avez de chances de les identifier et ensuite de les utiliser les uns contre les autres. La fille de Kathleen, âgée de 9 ans, fournit une nouvelle information. Elle m'a dit, à ton avis, grand-mère, qui a tué ma mère, enfin maman? Je lui ai répondu, je ne sais pas. Et toi, tu penses que c'est qui? Et elle m'a répondu, c'est papa, parce qu'il n'était pas là où il a dit qu'il était cette nuit-là. Les enfants avouent alors que le meilleur ami de leur père, Tony Borello, les a emmenés dîner en ville le soir où leur mère a été tuée. Plus tard dans la nuit, les enfants disent s'être levés et avoir constaté l'absence de leur père et de sa voiture. Je me rappelle avoir dit à Tom Bevans un jour, « Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Une photo où on le voit serrer le cou de Kathleen ?» J'avais le sentiment qu'on détenait assez de preuves contre lui, mais on nous disait que non.
que ce n'était pas suffisant. Pourtant, vous savez, il n'y avait personne sur place pour prendre des photos. Bevans demande une expertise de la preuve biologique prélevée lors de l'autopsie du corps de Kathleen. Il s'agit de déterminer l'identité de la personne avec qui elle était avant sa mort. Au cours des 2 ans qui ont suivi le meurtre, cet échantillon a été étrangement mal étiqueté, puis manipulé sans précaution. Il est donc impossible d'effectuer un test médico-légal. Les procureurs ne peuvent se contenter de preuves indirectes pour appuyer le témoignage des enfants. On trouve dans l'agenda de la victime une note suggérant que Bill, son ex-mari, a triché lors d'un concours interne pour obtenir de l'avancement et que Kathleen est au courant. De plus, Bill et Kathleen ont entamé une procédure de divorce acharnée. Bill veut la garde des enfants et Kathleen y est formellement opposée. Kathleen a-t-elle utilisé cette information pour faire du chantage dans le cadre de la procédure de divorce? Elle était au courant. Et lui savait que ça pouvait ruiner sa carrière. Elle a donc joué cette carte-là. Elle lui a exposé la situation et lui l'a menacé. Ne fais pas ça. Si tu le fais, je te tue. Cette fois, l'étau se resserre autour de Bill Lipscomb. Il possède 2 mobiles pour avoir tué sa femme. Touché, l'assurance vie de 315 000 $ qu'il avait souscrite sur sa tête quelques mois plus tôt. Et empêché Kathleen de révéler aux autorités militaires qu'il a triché aux examens afin d'obtenir frauduleusement de l'avancement. À ce double mobile s'ajoute maintenant le témoignage des enfants. Selon eux, leur père se serait absenté à l'heure du dîner le samedi soir, à l'heure précisément où Kathleen aurait été assassinée. Comme le prouve d'ailleurs le bol alimentaire retrouvé dans son estomac après sa mort. 2 autres éléments viennent étayer cette hypothèse. Les vêtements de Kathleen ont été roulés par quelqu'un qui a reçu une formation militaire. Et le corps a été recouvert, ce qui démontre que le meurtrier était un familier de la victime. Mais si Bill Lipscomb n'a pas tué sa femme, un proche se serait-il chargé de la sale besogne? Le seul militaire se trouvant dans l'entourage de Bill Lipscomb ce week-end-là est Tony Borrello. Quelques mois après le meurtre, Borrello se fait renvoyer de l'armée de l'air pour conduite déshonorante. Lors de son interrogatoire, il parle avec empressement. Il a dit être entré dans une église et avoir entendu Dieu lui demander d'avouer ses péchés. C'est ce qui a provoqué un changement chez Tony. Tony Borrello avoue immédiatement avoir déposé le corps de Kathleen dans le champ, comme le docteur McDowell le supposait. Et il affirme que Bill Lipscomb est le meurtrier. Il confirme un autre soupçon. Le corps de Kathleen a été conservé dans un coffre en cèdre, ce qui explique la position des jambes de la victime une fois que la rigidité cadavérique s'est installée. Contre toute attente, Tony Borrello a conservé le coffre. Il explique que Bill Lipscomb lui a demandé de s'en débarrasser après le meurtre, mais qu'il l'a tout de même gardé. Les experts médico-légaux trouvent une tache de sang dans le fond du coffre. Les analyses montrent qu'il s'agit bien du sang de Kathleen. Tony Borrello, équipé d'un micro dissimulé, rencontre Bill Lipscomb. Cependant, ce dernier ne fait aucune déclaration compromettante. Les enquêteurs doivent donc mettre en place une nouvelle stratégie. Ce triste événement est la conséquence d'un mariage qui a mal tourné. Ils étaient très hostiles l'un envers l'autre. Je voulais essayer de comprendre et de saisir la réaction de Bill. Je voulais mettre en place une méthode d'investigation qui pourrait aller contre cette hostilité et agir en tenant compte de la psychologie de cet homme. Le bureau d'investigation spéciale fait en sorte que Bill Lipscomb sache qu'il est poursuivi. Je voulais qu'il entende des pas imaginaires. Je voulais qu'il ait un nœud dans l'estomac à chaque fois que le téléphone sonnait. Je voulais qu'il craigne chaque jour d'entendre un enquêteur frapper à sa porte. Je voulais faire monter en lui le niveau d'anxiété. Finalement, l'ex-petite amie de Bill, Shannon Gilbert, avoue qu'il lui a révélé un jour son intention de tuer Kathleen. Les enquêteurs font en sorte que Lipscomb sache que Gilbert et Borrello collaborent avec la police. Bill Lipscomb nous manipulait psychologiquement et nous faisions de même avec lui.
Après des semaines de stratégie psychologique, le docteur McDowell convoque Bill Lipscomb pour un interrogatoire. Le docteur McDowell se souvient précisément de cet entretien. Avec toutes les options que vous aviez, je me demande pourquoi ça s'est terminé comme ça. Pourquoi l'avez-vous tué? Il m'a répondu, je ne sais pas pourquoi je l'ai tué. Mais il s'est aussitôt repris et s'est penché en avant les bras croisés et il a dit, je n'ai pas tué ma femme. Nous le tenions. Nous étions 3 dans le bureau du shérif à vouloir rentrer dans la pièce, à vouloir aller aussi loin que Bill, entrer pour le briser. Mais c'était impossible. On ne pouvait pas faire ça. Les procureurs pensent que Kathleen menaçait de dénoncer Bill pour sa triche à l'examen militaire s'il cherchait à obtenir la garde des enfants. Et à partir de là, Bill a voulu se venger. Le jour du meurtre, Bill demande à Tony Borello d'emmener ses enfants dîner en ville. Il appelle ensuite Kathleen et lui demande de venir chercher les enfants plus tôt que prévu. Dès son arrivée, Kathleen constate l'absence des enfants. Bill et elle se disputent. Où sont les enfants? Ils sont partis au restaurant. Au cours de la dispute, Bill étrangle sa femme. Il met le corps dans une caisse et le laisse là jusqu'à l'aube. On y retrouve une tache du sang de Kathleen. Une fois les enfants endormis, Tony Borello abandonne le corps de Kathleen dans un champ et tente de faire passer ce meurtre pour un crime sexuel. La position du corps et le fait qu'il n'ait pas été recouvert révèlent un indice capital. Le meurtrier a un complice. Qu'en est-il des cheveux rouges trouvés sur les vêtements de Kathleen? Je pense qu'un des 2 hommes, Bill ou son complice, a déposé ses cheveux pour brouiller les pistes. Bill Lipscomb plaide coupable pour le meurtre de sa femme et évite ainsi la peine de mort. Il est condamné à la prison à perpétuité. Tony Borello échappe à toute poursuite en raison de l'aide qu'il a apportée à la police. Aucune charge n'est retenue contre Shannon Gilbert. Elle a changé de nom et bénéficie du programme fédéral de protection des témoins. Les procureurs considèrent que le docteur David Pearl, l'amant de Kathleen, n'a pas été impliqué dans le meurtre. La médecine légale, la psychologie médico-légale et la reconstitution de la scène du crime ont permis de résoudre une affaire extrêmement difficile. Il faut vraiment garder à l'esprit que cette enquête a été très complexe. De nombreuses personnes ont été impliquées dans cette affaire qui a demandé un travail de coordination important. Je me sens un peu mal à l'aise d'avoir été choisi pour l'interview. Les criminels se croient vraiment très intelligents et pensent que nous, qui essayons de résoudre des affaires ou qui travaillons sur des crimes ou encore les forces de l'ordre, ne sommes pas très futés. C'est très souvent le contraire. Au terme de cette lamentable affaire, qui laisse 2 jeunes enfants orphelins, les policiers en ont appris davantage sur les relations orageuses qui prévalaient dans le couple Lipscomb. Apprenant que sa femme le trompait avec le docteur Pearl, Bill l'aurait molesté et aurait demandé le divorce en se réservant la garde des enfants. Pour s'y opposer, Kathleen aurait alors exercé un chantage en menaçant son mari de dénoncer ses fraudes aux tests militaires. Craignant de voir sa carrière ruinée au sein de l'armée de l'air, Lipscomb aurait alors fomenté le meurtre en souscrivant au préalable une assurance vie 7 mois avant de passer à l'acte. Nous connaissons la suite. Le 8 juin 1998, le jour du meurtre, les documents stipulant l'ordonnance de divorce se trouvaient dans la boîte aux lettres du meurtrier. La résolution de certains crimes se présente comme des casse-têtes pour les enquêteurs judiciaires. D'autres offrent peu de difficultés tant leurs auteurs agissent dans la précipitation et abandonnent derrière eux plus d'indices qu'il n'en faut aux procureurs et aux jurés pour les inculper. Dans l'histoire que nous allons suivre maintenant, nous verrons que les policiers auraient pu conclure rapidement l'affaire si le principal témoin n'avait pas modifié sa version des faits à plusieurs reprises. Traverse City dans le Michigan est l'endroit idéal pour les passionnés de voile et de pêche. C'est là que vivent Dan et Cynthia McDonnell, ainsi que leurs 2 enfants.
Dan McDonnell, 58 ans, est un policier à la retraite qui travaille à mi-temps comme agent d'entretien. Cynthia est un écrivain indépendant. Ça semblait être un mariage normal. Cindy s'occupait toujours de tout. C'était la maîtresse de maison et la patronne. Le dernier jour de décembre 1998 est une journée chargée pour toute la famille McDonnell. Leur fils de 18 ans, Patrick, passe la nuit chez un ami. Dan décide donc de faire la grasse matinée. Cynthia et sa fille de 20 ans, Erin, font du shopping à Traverse City toute la matinée. Durant plusieurs heures, elles vont de boutique en boutique, s'arrêtant dans un grand magasin, dans une boutique de fournitures de bureau et dans un salon de beauté. Sur le chemin du retour, Cynthia achète des hamburgers pour toute la famille. Mais en arrivant chez elle, peu après midi, elle découvre Dan dans son lit, mort d'une balle dans la tête. Ma sœur nous a téléphoné et nous a dit « J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Je viens de le voir à la télévision. Dan a été assassiné. » Les enquêteurs ne trouvent pas d'armes près du corps, mais plusieurs centaines de dollars ont disparu du portefeuille de la victime. Le vol est donc une éventualité. J'étais anéanti. Je ne pouvais pas croire que cet homme bon, qui ne faisait de mal à personne, était mort. Cynthia, la femme de Dan, pense à un vol, mais il n'y a aucun signe d'effraction et la police a des doutes. Lorsque la police interroge Cynthia pour la seconde fois, elle déclare avoir un aveu à faire. J'ai reçu un appel m'informant qu'elle avait changé sa version des faits. Ce n'était pas un vol. Elle était descendue ce matin-là et avait découvert qu'il s'était suicidé. Voici un enregistrement de la déposition que Cynthia a faite à la police. Erin was almost ready to go, and I told her I'd get our coats and stuff and get the car warmed up, and I went in to tell Dan that you were we leaving. were leaving. Okay. Yeah. And at that time, you found him that he had shot himself. Yes. Okay. You found his gun that he had shot. Yes, I did. Cynthia dit à la police que Dan avait subi une opération en raison d'un cancer de la prostate et que depuis, il était impuissant. D'après elle, il a laissé une lettre de suicide, mais elle l'a détruite. La lettre disait « Mon cancer de la prostate m'a anéanti. Je veux que tu aies l'argent de l'assurance. » Elle expliquait que si on découvrait que c'était un suicide, l'assurance ne marcherait pas et les enfants n'obtiendraient pas d'argent. Dan avait effectivement souscrit une police d'un montant de 300 000 $. Mais une clause stipulait que le suicide annulerait le contrat. Dans le but de protéger sa femme, Dan McDonnell aurait donc mis sa propre mort en scène afin de la faire passer pour un assassinat. Ce stratagème ayant été plusieurs fois mentionné dans les annales judiciaires, les enquêteurs n'auraient pas de raison de le mettre en doute si l'attitude de Cynthia ne leur semblait pas étrange. Cynthia dit qu'elle s'est conformée au désir de Dan et a arrangé la scène pour que le décès ait l'air d'un homicide. Elle dit avoir effacé les empreintes de son mari sur l'arme, puis elle est partie faire du shopping avec sa fille pour ne pas éveiller les soupçons. Une réaction que nous considérerions normale serait d'être immédiatement effondré. Mais nous ne sommes pas tous comme ça. Tant qu'on ne se retrouve pas dans la même situation, je crois qu'il est impossible de dire comment quelqu'un va réagir. Cynthia dit avoir jeté le revolver de son mari dans un champ tout proche, mais les chiens policiers et les détecteurs de métaux ne trouvent rien. Elle a certainement commis un délit en maquillant la scène. Elle a commis un délit en se débarrassant de l'arme. Ce sont de très bons éléments pour ouvrir une enquête. Mon frère ne s'est pas suicidé. Il allait acheter un bateau, il allait acheter une nouvelle voiture, il allait faire toutes ces choses. Alors, un homme qui a autant de projets n'est pas un homme qui s'apprête à se suicider. Lors de l'autopsie, le docteur David Start cherche des signes indiquant un suicide. Une radio du crâne de Dan
montrent que la balle est toujours logée à l'intérieur, ce qui signifie que la blessure à l'arrière de sa tête est le point d'entrée. Ça soulève l'éventualité que la victime ne s'est pas faite elle-même cette blessure par balle, mais qu'elle a pu être infligée par une autre personne. L'avocat de Cynthia affirme que cela ne prouve pas qu'il y a eu homicide, mais seulement que Dan a aussi pu jouer un rôle dans cette duperie. Faire preuve de beaucoup d'intelligence pour comprendre comment s'infliger une blessure mortelle et comment la déguiser en homicide. Il a dû se dire, si j'arrive à faire passer ça pour un homicide, ma famille touchera l'argent de l'assurance vie. Mais les enquêteurs découvrent autre chose. Cynthia McDonnell n'est pas seulement écrivain indépendant, elle aspire à écrire des romans policiers. Les policiers apprennent également que Cynthia a fait des remarques désobligeantes à leur sujet lors d'un cocktail dans le voisinage. Elle a dit que vous pourriez très bien commettre un meurtre et que les policiers du nord du Michigan n'étaient pas assez malins pour vous attraper. Ça n'a pas beaucoup plu à la police de l'État. La police enquête sur la mort mystérieuse d'un policier à la retraite, Dan McDonnell. La femme de la victime, Cynthia, affirme que son mari s'est suicidé et qu'elle a d'abord dissimulé les faits pour que la famille puisse toucher l'argent de l'assurance vie. Presque immédiatement, les médecins légistes relèvent des incohérences. Les radios montrent que la trajectoire de la balle va de l'arrière vers l'avant dans le cerveau et de la gauche vers la droite, comme vous pouvez le voir. Il est normal que la balle soit tirée du côté gauche s'il s'agit d'un gaucher. Mais Daniel, la victime, était droitier. Les personnes qui se suicident se tirent rarement une balle derrière la tête. Il fallait poursuivre l'enquête, car cette affaire pouvait très bien être un homicide. Il fallait que la police puisse continuer l'enquête. Les enquêteurs commencent par étudier les projections de sang. Que le sang provienne d'une flaque de sang ou d'un crâne suite à une blessure par balle, le sang jaillit en ligne droite. Mais il peut aussi être projeté dans un rayon de 360 degrés, c'est-à-dire dans vraiment toutes les directions. Quand le sang afflue dans la direction de la pression exercée, c'est ce qu'on appelle une éclaboussure vers l'extérieur. Mais il n'y a aucune tache de sang sur les mains de Dan. Le bras gauche de Dan enserre un oreiller et est replié sous son corps. Près de son bras se trouve une mare de sang très distincte. Ce qui prouve que le bras gauche de Dan n'a pas bougé après le coup de feu. Rien dans les taches de sang ne nous permettait de penser que son bras s'était trouvé dans une autre position, que ce soit au moment du coup de feu ou juste après. Ça indiquait donc que cette position était celle dans laquelle le corps se trouvait quand on l'a tué. Il aurait été très difficile pour Dan de se servir de sa main droite pour se tirer une balle dans le côté gauche de la tête. Pour infliger cette blessure, la main droite aurait alors dû passer derrière la tête, comme ça, et parvenir à placer le canon de l'arme contre la tête. Pour faire ça, il faut être contorsionniste. Vous auriez quelques problèmes avec la trajectoire, mais c'est tout à fait réalisable. Cependant, une fois que c'est fait, votre main va rester là-haut. Elle ne va pas pouvoir se remettre sous les couvertures, sans aucune tache de sang ni aucune trace de poudre, et se retrouver près du corps sans la moindre goutte de sang. Ce n'est pas possible. L'analyse d'une scène de crime est déterminante pour comprendre le déroulement chronologique des événements et différencier un suicide maquillé en meurtre d'une agression réelle. La position du corps de la victime, la présence ou non de l'arme sur les lieux, l'étude balistique, la direction du tir, les traces de poudre, la forme et l'intensité des éclaboussures permettent aux experts de dégager quantité d'informations.
Dans la chambre qu'occupait Dan McDonnell, les enquêteurs trouvent des traces de poudre et un trou dans l'oreiller causé par le passage de la balle. Cela tendrait à prouver que l'arme a été pressée près du visage au moment du tir. Et cela est incompatible avec la blessure d'entrée et la trajectoire du projectile. Pour que ce soit possible, il aurait fallu qu'il ait 3 bras. Un pour tenir l'arme, un pour tenir l'oreiller, et le troisième étant son bras gauche, celui sur lequel il était couché. On conclut à un homicide. Une recherche sur le mariage de Dan et Cynthia révèle un mobile potentiel. Les mois précédant le meurtre de Dan, les McDonnell dépensaient plus d'argent qu'ils n'en gagnaient. Cynthia a acheté des tas de choses, comme des ordinateurs, de nouveaux meubles, une quantité d'objets très chers. Les enquêteurs découvrent également que Dan était le tuteur d'un parent mentalement handicapé et qu'il gérait ses fonds. L'année précédant la mort de Dan, plus de 50 000 $ ont été prélevés sur ce compte, et la banque n'a cessé d'exiger des explications. Des relevés bancaires montrent que des retraits allant de 200 à 1 millier de dollars étaient effectués un jour sur 2 et que le compte est quasiment vide. Lorsque la police interroge la fille de Dan, Erin, âgée de 20 ans, celle-ci se souvient d'un détail inhabituel à propos de la matinée où son père a été tué. Erin prenait sa douche. Elle a expliqué aux enquêteurs que sa mère était venue vérifier ce qu'elle faisait plusieurs fois, ce qui ne lui ressemblait pas, et qu'elle avait aussi monté le volume de la radio pendant qu'Erin se douchait. Erin nous a aussi dit avoir entendu ce qu'elle pense être une voiture pétaradant ou une détonation. Chez les McDonnell, la police trouve des manuels de médecine légale que Cynthia utilisait pour effectuer des recherches pour le roman policier qu'elle comptait écrire. Avec des titres comme « Traumatisme corporel » et « Armé et dangereux » et des chapitres intitulés « Coup de feu accidentel contre suicide »,« Qui a abattu qui » et « Meurtre familial prémédité ». Les procureurs pensent que Cynthia consultait ces livres pour mettre au point ce qu'elle envisageait comme le meurtre parfait. Le mobile était l'argent. Cynthia avait des problèmes d'argent, alors elle a retiré 50 000 $ sur le compte géré par son mari, en utilisant illégalement son nom. Les caméras de surveillance des guichets automatiques de la banque le prouvent. La banque a contacté Dan en exigeant des explications. Les procureurs pensent que Dan a confronté Cynthia avec les faits et lui a dit qu'il allait voir les autorités locales pour rendre l'argent. Mais ça aurait freiné le train de vie de Cynthia. La veille du jour de l'an, pendant qu'Erin prenait une douche, Cynthia est entrée dans la salle de bain et a monté le volume de la radio pour couvrir le son du coup de feu. Les procureurs affirment que Cynthia a pris l'arme de service de Dan et lui a tiré une balle derrière la tête en utilisant un oreiller pour étouffer le bruit. Elle s'est plus tard débarrassée de l'arme, mais celle-ci n'a jamais été retrouvée. Cynthia est ensuite allée faire du shopping avec Erin, pensant que les tickets de caisse lui fourniraient un alibi. Avant de rentrer chez elle, elle s'est même arrêtée pour acheter des hamburgers. Elle en a même acheté un pour son mari, tout en sachant qu'il était mort. C'est inimaginable. Elle était sournoise au point de penser qu'elle pourrait s'en tirer. Aller jusqu'à acheter un hamburger à son mari décédé. Bien que Cynthia McDonnell ambitionne d'écrire un roman policier et que dans cette intention, elle ait collecté des manuels de criminologie, pour exécuter son mari, elle a accumulé erreurs et invraisemblances. Après avoir modifié sa version des faits, transformant en suicide ce qui ressemblait à un assassinat, elle a fourni aux experts quantité de preuves l'incriminant. Puis, elle leur a livré son mobile, s'accaparait en toute impunité des économies d'un proche handicapé. Cynthia McDonnell est arrêtée, inculpée de meurtre au premier degré. Alors que tout l'accable, elle décide néanmoins de plaider non coupable devant le tribunal, au risque d'être condamnée à une peine de prison à vie. Sa défense comprend le témoignage d'un médecin légiste extérieur,
le docteur L.J. Dragovich, qui affirme qu'il est possible que la mort de Dan McDonnell soit un suicide. Le docteur Dragovich démontre comment, selon lui, Dan a pu se suicider en laissant des résidus de poudre à canon et un trou dans l'oreiller. Vous pouvez tenir l'arme de la main gauche et presser la détente avec votre index gauche, tandis que la tête d'oreiller se trouve entre le canon et votre tête. Le docteur Dragovich fait également remarquer qu'aucun examen pour trouver des traces de poudre sur les mains de Dan McDonnell n'a été pratiqué, alors que cela aurait pu prouver qu'il avait tiré le coup de feu. Et ça aurait pourtant renforcé les arguments de l'accusation. Mais bien sûr, si on avait retrouvé des résidus de poudre sur les mains du défunt, l'affaire aurait été classée. Le médecin légiste affirme que ce n'était pas nécessaire. Nous n'avons pas cherché de traces de poudre au moment de l'autopsie. Et d'après moi, ça n'aurait pas changé grand-chose à l'ensemble des résultats de l'enquête. Parce qu'une personne peut très bien se retrouver avec des traces de poudre sur les mains si elle se trouve très près de la personne qui tire le coup de feu. Et donc, cet examen, bien qu'on en parle souvent, n'est pas du tout pratiqué de façon systématique. Comme dans la plupart des affaires, c'est au jury de prendre la décision finale. We find the defendant guilty of first-degree murder. Members of the jury, listen to your verdict as recorded. You do say guilty of first-degree premeditated murder? Yes. Leur fille, Erin, demande au juge de ne faire preuve d'aucune clémence. I don't understand why this had to happen to us. We had a good family. My father was a good man. And I thought my parents had a very loving relationship. And I ask that you give the maximum. Thank you. Cynthia McDonnell est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de liberté sur parole. Elle continue de clamer son innocence concernant le meurtre de son mari, qu'elle surnomme Mac. Mac committed suicide. I didn't kill my husband. I loved him, had nothing to gain by his death and everything to lose. This has devastated my children, split the family apart. Cynthia est dépourvue de conscience et de tout sens des responsabilités. Elle n'admettra jamais sa culpabilité. C'est une personne qui résout ses problèmes, ses défaillances par la violence et le meurtre. Kevin McDonnell garde sur lui l'insigne de police de son frère. Qu'est-ce que je peux dire? C'est fini, terminé. Mais je l'aime. Et je voudrais que ça ne soit jamais arrivé. Il ne le méritait pas. Et je le reverrai bientôt. Bien que Cynthia ait étudié des manuels de médecine légale, elle n'a pas compris que la science raconterait la véritable histoire. Peut-être qu'elle en a lu juste assez pour croire qu'elle pourrait le faire et s'en tirer. Mais elle n'en a pas lu suffisamment pour comprendre que beaucoup plus d'éléments entrent en ligne de compte dans la vie réelle que dans les livres. L'autre erreur de Cynthia est d'avoir changé son témoignage. Elle a commencé par faire croire qu'un intrus avait tué son mari. Mais puisqu'elle avait oublié de mettre en scène une entrée par effraction, elle n'a pas eu d'autre choix que de changer sa version des faits. Quand les policiers l'ont interrogée, elle s'est embarquée dans une histoire différente, pensant qu'ils la croiraient. Si elle voulait que ça ressemble à un homicide, alors elle a parfaitement réussi. Cynthia McDonnell se vantait de pouvoir écrire le meurtre parfait. Elle aurait dû lire le dernier chapitre, celui qui dit que le meurtre parfait n'existe pas. Les meurtres commis à l'intérieur d'une famille sont monnaie courante. En 1958, le criminologue Marvin Wolfgang a établi une liste de mobiles par ordre décroissant d'importance. Après l'altercation entre inconnus, viennent la querelle domestique, la jalousie, la dispute à propos d'argent, le vol, le règlement de compte entre délinquants, l'accident, l'autodéfense et enfin la poursuite d'un criminel. Quant aux relations entre auteur et victime, Wolfgang distinguait les relations amicales des relations familiales, la simple connaissance
de l'absence de toute connaissance, bien sûr, la rivalité amoureuse, et enfin, les relations entre les délinquants et les policiers. Depuis un demi-siècle, cette typologie n'a guère évolué dans la plupart des pays industrialisés. Et c'est sur cette constatation que prend fin cette émission. Et oui, je vous remercie de nous être fidèles, et je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles. L'effraction d'une maison vire au carnage. Vous n'imaginez pas les blessures qu'il avait. Le meurtre était signé. Un proche est-il impliqué? Il était question de la mafia. Le proche en question s'appelle Frank Porco, alias Franky le pompier. La presse critique la police. Tous les jours aux infos, il disait que l'enquête était bâclée, que la police n'avançait pas. Mais la police a un coup d'avance sur la presse et sur le meurtrier. Les call girls évoluent dans le monde de la nuit. Elles exercent une profession souvent dangereuse. La femme était sur le ventre. Elle ne montrait aucun signe de vie. C'était une cible idéale. Elle avait toujours beaucoup d'argent sur elle. Les preuves désignent un suspect. Quand on agit et qu'on s'habille comme Rambo, c'est qu'on est Rambo. Mais l'apparition d'une nouvelle preuve oriente différemment l'enquête. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous allons suivre ensemble deux nouvelles affaires des Enquêtes Impossibles. Si je vous dis L'Exorciste, Shining, La Nuit des Morts Vivants, Carrie ou encore Massacre à la tronçonneuse, que me répondez-vous? Film d'horreur, bien sûr. Ce genre cinématographique destiné à susciter peur et angoisse chez le spectateur compte quelques chefs-d'œuvre et beaucoup de productions médiocres. Certaines scènes de violence prêtent même à sourire, tant elles sont outrées et invraisemblables. Ainsi, peut-on imaginer qu'un homme ayant été frappé à la tête de 16 coups de hache puisse bondir sur ses pieds, s'habiller et se rendre dans la cuisine pour s'y préparer un petit déjeuner avant de s'effondrer dans une flaque de sang? Si vous répondez par la négative, c'est que vous ne connaissez pas encore l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Elle défie toute logique. Et pourtant, à la différence des films débordants d'hémoglobine artificielle et d'effets spéciaux, elle est parfaitement authentique. Travailler pour la Cour suprême de l'État de New York est un poste prestigieux. Peter Porco a 52 ans. Il travaille comme greffier pour un juge, un poste idéal pour terminer sa carrière en beauté. Mais un jour, tout bascule. C'était une journée comme les autres, mais Peter Porco n'est pas venu travailler. Les gens s'inquiétaient, ça ne lui ressemblait pas. Un officier de la cour se rend chez lui et constate immédiatement que quelque chose ne va pas. Quand il est arrivé devant la porte d'entrée, il a vu qu'il y avait une clé dans la serrure et la porte était entrouverte. Il a regardé par terre et il y avait des gouttes de sang sur les marches. À l'intérieur, c'est un véritable bain de sang. Il a regardé sur sa droite et il a vu un corps par terre. C'était celui de Peter Porco. Peter Porco a été tué à coups de hache. C'était une scène d'horreur, à tel point que ceux qui étaient là ont encore du mal à en parler. À l'étage dans la chambre se trouve sa femme, Joanne. Elle respire à peine. Une hache est posée à côté d'elle. Les enquêteurs qui tentaient de la sauver voyaient son cerveau. Elle avait aussi été frappée sur les bras. Il voulait lui mettre un masque à oxygène sur la bouche, mais on ne voyait même plus où était sa bouche. Joanne est conduite d'urgence à l'hôpital. Elle est entre la vie et la mort. L'analyse des éclaboussures de sang montre que Joanne a été frappée 3 fois à la tête pendant son sommeil à l'aide d'une hache. Peter Porco a quant à lui été frappé 16 fois à la tête. Mais pourquoi Peter Porco a-t-il été retrouvé en bas des escaliers? Il semblerait qu'il ait repris conscience juste après l'agression et vaqué à ses occupations comme si de rien n'était.
En fait, il a enfilé des vêtements par-dessus ses blessures et il a déambulé dans la maison. Un comportement étrange qui s'explique par le fait que son néocortex, la partie du cerveau qui contrôle la pensée, le langage et le raisonnement, a été gravement endommagé durant l'agression. L'autopsie révèle que le paléocortex, situé juste en dessous, est intact. Celui-ci contrôle les instincts primaires et les habitudes. Ce qui explique pourquoi il s'est levé, est allé au rez-de-chaussée, s'est préparé un petit déjeuner, a fait les choses qu'il faisait chaque matin, inconscient d'être mortellement blessé. Les traces de sang montrent qu'il est même sorti ramasser le journal du matin et que la porte s'est refermée derrière lui. Il a alors utilisé la clé cachée dans un pot de fleurs pour l'ouvrir. Ensuite, il a perdu connaissance à force de saigner et il a fini par mourir. C'est incroyable qu'il ait pu déambuler dans la maison. Cette scène est hallucinante. Comment un homme frappé à mort de 16 coups de hache peut-il, durant quelques minutes et avant de se vider de tout son sang, répéter les gestes du quotidien comme s'il était en parfaite santé? Le médecin légiste qui a réalisé l'autopsie de Peter Porco a fourni l'explication. Si la lame de la hache a atteint le cortex cérébral détruisant les fonctions cognitives, elle ne s'est pas enfoncée suffisamment dans le crâne pour endommager les couches profondes du cerveau dans lesquelles sont stockées les informations qui permettent d'accomplir des actions machinales et répétitives. Cette explication médicale n'occulte pas la question qui taraude maintenant les enquêteurs. Qui peut être l'auteur de ce carnage? Un enquêteur, ami de la famille, a la présence d'esprit d'interroger Joanne avant qu'elle n'entre au bloc opératoire. Je lui ai demandé si elle pouvait m'entendre. Elle a secoué la tête de haut en bas pour me dire oui. L'enquêteur lui demande alors si elle sait qui l'a agressée. Elle a hoché la tête pour dire oui. Je lui ai demandé si c'était Christopher qui lui avait fait ça, et elle a de nouveau dit oui avec la tête. Christopher est son fils âgé de 21 ans. Le médecin légiste conclut que Peter Porco était la personne visée. Il a été frappé 16 fois à la tête avec une hache, alors que sa femme Joanne n'a reçu que 3 coups. Rien n'a été volé dans la maison, ce qui mène à une seule conclusion. Du coup, ils se sont dit qu'il s'agissait peut-être de quelqu'un qui en voulait à la famille, qu'il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là. Peter et Joanne Porco ont 2 fils. Jonathan, 23 ans, est lieutenant dans la marine américaine. Il sert à bord d'un sous-marin nucléaire qui se trouve à des centaines de kilomètres de là. Christopher, âgé de 21 ans, est inscrit à l'université de Rochester, située à 3 heures de route du domicile de ses parents. Les 2 fils ont donc tous les 2 un alibi. Alors pourquoi Joanne accuse-t-elle son fils? Votre mère peut s'exprimer? D'accord. Elle a dit que vous étiez là. Je vois pas pourquoi. Elle sait ce qui s'est passé. J'espère bien. Je n'étais pas là. Il coopérait. Il leur a fourni un échantillon d'ADN. Il les a laissés l'examiner pour voir s'ils n'avaient pas de marques ou de traces de lutte, comme des bleus. 3 semaines après l'agression, Joanne Porco reprend connaissance. On n'en revenait pas. C'était un vrai miracle. Elle voulait vraiment vivre et les médecins ont fait un travail absolument formidable. À son réveil, Joanne déclare cette fois-ci que Christopher n'a rien à voir dans ce crime. Elle a dit « ça ne peut pas être Christopher, laissez mon fils tranquille ». Joanne fait également une déclaration publique pour soutenir son fils. Je confirme que mon fils n'a rien à voir avec ce crime odieux. Je supplie le bureau du procureur de laisser mon fils tranquille et de rechercher le véritable meurtrier de Peter. Les quelques preuves qu'ont pu trouver les enquêteurs corroborent la version de Christopher. La police ne trouve rien dans la voiture du jeune homme. Ils ont examiné sa voiture à la recherche de traces de sang, de vêtements tachés de sang ou d'un transfert de sang qui ait pu indiquer son implication. Mais il n'y avait rien du tout. La police ne trouve aucune preuve qu'il ait pris l'autoroute entre l'université et le domicile de ses parents. D'après sa carte de péage, il n'avait pas pris l'autoroute ce soir-là. La police scientifique ne retrouve aucune empreinte sur la hache, ni de traces de sang, excepté celui des victimes.
Les enquêteurs apprennent que Peter Porco avait reçu des menaces de mort. Elles émanaient d'un homme qui avait perdu la garde de ses enfants. L'homme avait alors juré de se venger. L'homme en question avait dit qu'il se procurerait une arme et qu'il reviendrait tuer le juge et Peter Porco. Mais le suspect a un alibi pour la nuit du meurtre. Un journal local reçoit alors une lettre anonyme. Son auteur prétend être le meurtrier de Peter Porco. Avec Peter Porco, c'était du gâteau. Je suis rentré dans la maison et je l'ai frappé plusieurs fois à la tête et à la nuque avec une petite hache que j'avais ramenée. Je ne faisais pas attention à ses cris. J'ai aussi frappé Joan Porco, mais malheureusement, elle a survécu. L'auteur de la lettre s'accuse également d'un autre meurtre et prévient qu'il recommencera. Si vous voulez me trouver, arrêtez de courir après le premier venu. Je mérite plus de respect. Attrapez-moi si vous le pouvez. Il n'y a aucune empreinte sur la lettre, mais la police doit découvrir qui l'a écrite. Pour tenter de résoudre cette affaire, les enquêteurs cherchent d'abord le mobile du meurtre. On n'a pas de meurtre à la hache dans le coin. Donc c'était un cas très alarmant, extrêmement alarmant. La police apprend que Peter Porco a un parent impliqué dans le crime organisé et qu'il a déjà eu des ennuis avec la justice. Le prochain en question s'appelait Frank Porco, alias Frankie le pompier. Frank Porco se trouve dans une prison fédérale pour usure. Des rumeurs prétendent qu'il aurait négocié une peine moins lourde en fournissant des preuves et des informations au gouvernement. Peut-être la mafia veut-elle faire comprendre à Frank Porco qu'il n'aurait pas dû coopérer avec la police. Le meurtre était signé. Le tueur avait utilisé une hache de pompier parce qu'il s'agissait de représailles contre Frankie, le pompier. Mais des recherches sur le passé de Frankie le pompier mettent en doute cette théorie. S'il était incarcéré, c'est justement parce qu'il ne balançait pas. On lui avait proposé de coopérer pour éviter la prison, mais il a refusé et il a été emprisonné. Les enquêteurs apprennent que Peter et Joan Porco avaient souscrit une police d'assurance s'élevant à $1 million. Ils découvrent également que Christopher Porco a demandé conseil pour investir juste avant le meurtre. Christopher est allé voir un conseiller financier et lui a demandé de réévaluer son portefeuille. Il lui a dit qu'il toucherait bientôt une grosse somme d'argent d'un des membres de sa famille. Juste avant le décès de son père, Christopher lui a envoyé un email pour lui demander plusieurs informations personnelles. Salut, Pa. Si tu pouvais me donner ton numéro de sécu et celui de maman, et vos numéros de permis de conduire aussi. J'en ai besoin pour le paiement du semestre prochain à la fac. J'espère que vous passez une bonne journée. Bise, Chris. La police s'intéresse ensuite au code secret qui a été utilisé pour désactiver l'alarme de la maison des Porco la nuit du meurtre. Quelqu'un a désactivé l'alarme et coupé les lignes téléphoniques. Et la mémoire du système de sécurité prouve que c'était forcément un proche de la famille. L'alarme a été désactivée à peu près vers 2 heures du matin. C'est le code d'origine qui a été tapé. C'est le code que la famille utilisait. Seuls les Porco le connaissaient, ainsi qu'éventuellement 1 ou 2 autres personnes. Les enquêteurs ont maintenant établi une liste de 3 suspects. L'inconnu, qui dans une lettre anonyme revendique l'agression, certes, il fournit des détails authentiques sur le déroulement de la tuerie, mais la presse a largement relaté les faits. Frank Porco, dit le pompier, un parent de la famille, il purge une peine de prison et aurait pu faire l'objet d'une vengeance de malfrats par victime interposée. 3e suspect, Christopher Porco, le fils cadet du couple. Bien que sa mère clame maintenant son innocence, elle l'a désigné coupable avant de sombrer dans le coma et de subir une lourde intervention chirurgicale. Par ailleurs, un certain nombre d'autres indices plaident en sa défaveur. Pour quelle raison Porco a-t-il cherché à obtenir des informations confidentielles de la part de ses parents? Pourquoi, alors qu'il n'est qu'étudiant, a-t-il pris conseil pour réaliser de futurs investissements? Savait-il que ses parents avaient souscrit une assurance vie d'un montant d'1 million $? Enfin, il est l'une des rares personnes à connaître le code secret permettant de désactiver l'alarme de la maison.
Fort de ce faisceau de présomptions, les policiers tentent de retracer l'emploi du temps du jeune homme la nuit du meurtre. Christopher prétend qu'il était dans sa chambre sur le campus à 350 km de là. La police obtient les images de vidéosurveillance de l'université de Rochester, ainsi que celles de l'autoroute et des postes de péage situés entre le domicile des Porco et le campus. Il visionne toutes les bandes à la recherche de la voiture jaune de Christopher. En moyenne, une personne est filmée 18 à 22 fois par jour, ce qui fait beaucoup d'images que les forces de l'ordre peuvent exploiter. À 22h30, ils aperçoivent une voiture jaune quitter le campus de l'université. L'alarme du domicile des Porco a été désactivée environ 3h30 plus tard, à 2h14 du matin. Le téléphone des Porco a été coupé à 4h59 et la même voiture jaune est revenue au campus 3h30 plus tard, à 8h30 du matin. La chronologie des événements concorde parfaitement. Mais s'agit-il de la voiture de Christopher? Il y a beaucoup plus de 4x4 jaunes qu'on l'imagine. Dans l'État de New York, il y en a des milliers. James Kennedy, expert en analyse d'images, revisionne la vidéosurveillance grâce à un logiciel spécial. Le logiciel de filtrage ne nous apporte pas miraculeusement la réponse sur un plateau. Par contre, dans certains cas, il nous permet d'avoir des détails et des indications plus précises. La police repère plusieurs détails bien spécifiques sur la voiture, comme de la boue sur la portière côté passager. Il y a aussi un autocollant de parking déchiré sur la vitre et un autre autocollant sur le passage de roue. Ces éléments sont comparés aux photographies que la police a prises de la voiture de Christopher le jour du meurtre. On a pu conclure que c'était bien la voiture du suspect. Malheureusement, l'analyse photographique ne permet pas d'identifier le conducteur de la voiture. S'agissait-il de Christopher ou d'une autre personne? Les enquêteurs savent maintenant que la voiture de Christopher a quitté le campus de l'université environ 4 heures avant l'agression de ses parents. Le conducteur est retourné au campus 10 heures plus tard. Il avait largement le temps de se rendre à Albany, d'agresser ses parents et de revenir au campus le lendemain matin. Pour faire ça dans ce laps de temps, il avait dû prendre l'autoroute. Mais la police n'a aucune preuve que la voiture de Christopher était sur l'autoroute la nuit du meurtre, ni que c'est lui qui était au volant. Sur sa carte de péage, rien n'indiquait qu'il était allé chez ses parents. Les enquêteurs ont retrouvé sa carte de péage sur le sol de sa voiture le lendemain de l'agression. Si on enlève la carte du pare-brise et qu'on la cache par terre, elle ne sera pas enregistrée. Est-il possible que Christopher ait payé le péage en liquide pour ne pas laisser de traces de son passage? Je ne crois pas que ces couloirs de péage soient sous vidéosurveillance. La police demande aux caissiers du péage s'ils se souviennent avoir vu un 4x4 jaune la nuit en question. L'un d'entre eux se souvient d'une voiture jaune vers 23 heures, mais il ne se rappelle pas du tout à quoi ressemblait le conducteur. Quand il vous donne un ticket, il est marqué. Il y a l'heure dessus. Seule une douzaine de voitures sont passées par ce poste de péage vers cette heure-là. Les enquêteurs transmettent les 12 tickets au laboratoire de la police scientifique. On cherchait tous les types de cellules cutanées. Si vous avez les mains moites et que vous touchez un ticket, il est tout à fait possible qu'une source d'ADN, comme les cellules épithéliales, soit transférée sur ce ticket. Les experts scientifiques trouvent des cellules cutanées sur plusieurs tickets. Ils effectuent un test de l'ADN mitochondrial sur ces cellules. Puis ils comparent les profils génétiques ainsi établis avec celui de Christopher Porco. Un ticket porte effectivement son ADN. Les cellules épithéliales qui recouvrent notamment l'extérieur de la peau se renouvellent tous les 28 jours. Elles offrent aux experts l'avantage d'être volatiles et donc de pouvoir être recueillies sur les surfaces les plus variées. Par contre, compte tenu de leur taille microscopique, l'ADN nucléaire qu'elles contiennent est en trop faible quantité pour être analysé. C'est pourquoi pour obtenir une signature génétique,
les biologistes de la police scientifique recherchent des mitochondries dans les échantillons qu'ils prélèvent. Les mitochondries sont de minuscules organismes, vestiges sans doute de bactéries parasites présents dans les organismes depuis, tenez-vous bien, 150 000 ans. Transmises uniquement par la mère, elles contiennent, elles aussi, de l'ADN. Mais son pouvoir discriminant n'est que de 1 sur 2000, alors que l'ADN nucléaire permet, lui, de différencier les individus avec une probabilité d'erreur de 1 sur 1 milliard. Il y avait l'ADN de Christopher sur l'un des tickets de péage. Quand on a eu les résultats, ça a été le jackpot. Comme preuve indirecte pour moi, on ne fait pas mieux. La probabilité que l'on retrouve l'ADN de quelqu'un d'autre sur le ticket était très faible. Cette séquence ADN peut correspondre à 0,04% de la population. Est-ce surprenant que l'on ait retrouvé de l'ADN mitochondrial sur un ticket de péage? Pas vraiment. Le procureur pense que le motif de l'agression était l'argent. Les enquêteurs ont trouvé la preuve que Christopher avait imité la signature de ses parents pour un prêt et emprunté 31 000 $ sans leur permission. Ils découvrent également que Peter et Joan Porco étaient au courant. Chris, je veux que tu saches que si tu abuses encore une fois de notre confiance, je ferai une déclaration sous serment pour fraude et tu ne pourras plus rien faire. Tu devrais venir à la maison pour qu'on en parle. Tu nous as peut-être déçus, mais ta mère et moi t'aimons et nous nous faisons du souci pour ton avenir. Christopher dépensait des sommes d'argent colossales pour s'offrir des objets de luxe, tels que son 4x4. De plus, il ne suivait pas ses cours à l'université. Son petit monde s'écroulait. Il s'était créé un monde, un personnage, un style de vie, et il devait faire quelque chose pour essayer de le sauver. Depuis que son père lui avait coupé les vivres, Christopher cherchait désespérément de l'argent. Il a donc décidé d'assassiner ses parents pour toucher l'argent de leur assurance vie. Les images de vidéosurveillance montrent que Christopher a quitté le campus de l'université vers 22h30. Il a enlevé sa carte de péage du pare-brise de sa voiture pour ne laisser aucune trace de son passage. Il a donc payé en espèces et a laissé son ADN sur un ticket de péage. Il est entré dans la maison de ses parents peu après 2h du matin, puis il a désactivé l'alarme grâce à un code que seuls les membres de la famille connaissaient. Il a ensuite utilisé une hache pour assassiner ses parents. Il a frappé son père 16 fois et sa mère 3 fois, et il les a laissés pour morts. Il a ensuite brisé le boîtier de l'alarme de leur maison pour que la police ne découvre pas qui avait utilisé le code secret de la famille. Mais cette information était enregistrée dans l'ordinateur central de la société de surveillance. Il a coupé la ligne de téléphone à 4h59 avant de retourner au campus à 8h30 du matin. Son retour a été filmé. L'aspect le plus troublant dans cette affaire est sans doute le fait que Peter Porco a repris connaissance et a déambulé dans sa maison après son agression. Il a même ramassé le journal du matin sur le perron avant de mourir dans son entrée. Mais plusieurs questions restent sans réponse. L'une des questions les plus importantes et pour laquelle on n'a pas de réponse, c'est où sont passés les vêtements ensanglantés? Et pourquoi Joan Porco a-t-elle d'abord accusé son fils avant de tout oublier après son opération? Quand quelqu'un est blessé à la tête, ça arrive souvent qu'il ne se souvienne pas de ce qui s'est passé. 1 an après la tragédie, Christopher est jugé pour le meurtre de son père et la tentative de meurtre sur sa mère. Complètement défigurée, elle a dû recourir à la chirurgie réparatrice. Pourtant, elle se tient aux côtés de son fils pendant toute la durée du procès et continue de clamer son innocence. Ça n'allait pas être facile de convaincre les jurés que le jeune homme qui était en face d'eux avait massacré ses parents à la hache. Mais les preuves sont accablantes. Le jury déclare finalement Christopher Porco coupable et il est condamné à 50 ans de prison. On aurait vraiment voulu trouver quelque chose qui prouvait son innocence. On aurait voulu pouvoir dire non. Les preuves de l'accusation ne tiennent pas la route. Il y a quelque chose qui cloche. Dieu merci, il n'a pas fait ça à ses parents. Mais on n'a rien trouvé de tel pour rendre notre verdict. Quand ils lui ont passé les menottes au tribunal, son visage est devenu écarlate.
Mais il n'a montré aucune autre émotion. En fait, c'était la première fois que je voyais une réaction chez lui. Sa mère croit toujours à son innocence. Je lui ai parlé tout de suite après le verdict. Elle était abasourdie et choquée. C'est tout ce qu'elle avait à dire. Elle n'a pas vraiment reparlé de ça avec quelqu'un depuis. Je n'avais jamais traité une affaire de ce genre, et j'espère que ça ne se reproduira pas. De tout temps, et dans différentes cultures et sociétés, le parricide, l'acte d'assassiner l'un de ses parents, est considéré comme le crime le plus abject qui puisse être commis. C'est pourquoi, sans doute, des récits de parricide émaillent les tragédies classiques et de nombreux romans. Mais les faits divers ne sont pas en reste. Et l'affaire que nous venons d'évoquer n'est malheureusement pas un cas isolé. Tenez, en France, par exemple, en 1811, la disparition de Jean Prévaudot, un vieux paysan, est signalée dans un village tranquille de Charente-Maritime. Son fils affirme qu'il a été attaqué par des bandits et jeté du haut d'un pont. Son discours incohérent intrigue les gendarmes. 7 ans plus tard, des ossements humains sont retrouvés dans un bois ainsi que des sabots gravés au nom du disparu. Son fils passe aux aveux. Il a frappé son père à coups de bâton pour hériter de ses champs. Il est condamné à mort et conduit à l'échafaud, pieds nus et en chemise, la tête couverte d'un voile noir, son poing droit est sectionné avant que le couperet de la guillotine ne tombe. Son corps est ensuite inhumé sans fleurs ni couronne dans le carré des suppliciés. Vous connaissez sans doute l'expression « tomber de Charybde en Scylla ». Elle signifie n'échapper à un danger que pour se frotter à un autre, plus redoutable encore. Et elle nous vient de la mythologie grecque. Charybde est un monstre qui, 3 fois par jour, aspire dans d'énormes tourbillons les eaux du détroit de Messine avec les bateaux qui y naviguent. Scylla est une créature monstrueuse à plusieurs têtes. Dans l'Odyssée, Ulysse, qui vient d'échapper à l'appel des sirènes, doit naviguer entre ces 2 périls pour poursuivre sa route. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est la version moderne de cette légende antique. Mais à la différence d'Ulysse, qui sortit victorieux des dangers, Virginia Russell, la jeune femme dont il est question dans cette affaire, sera lentement mais définitivement broyée par les épreuves. Il est plus de minuit, une nuit froide de mars. Virginia Russell et son petit ami Rodney Hartman rentrent d'une soirée. Ils sont ensemble depuis 3 ans et parlent de mariage. Mais cette nuit-là, tout bascule. Elle a été éjectée. La voiture a fait 8 tonneaux et ils ont tous les 2 été éjectés. Lorsque l'ambulance arrive, Rodney Hartman est mort. Virginia est quant à elle emmenée d'urgence à l'hôpital. Pendant 48 heures, la jeune femme est entre la vie et la mort, mais elle survit. Virginia avait un taux d'alcool de 1,16 g dans le sang, soit 2 fois plus que la limite autorisée. Ils l'ont inculpée pour conduite en état d'ivresse. Ils y sont allés fort. C'est pas comme si elle avait renversé un parfait inconnu. C'était son petit ami, sa famille le connaissait depuis des années. Virginia est reconnue coupable et condamnée à 6 ans de prison pour homicide involontaire. Elle venait de perdre un être cher, et en plus, on la mettait en prison pour ça. Elle se retrouvait loin de sa famille. Ça a vraiment été une période difficile pour Virginia. Quand Virginia sort de prison, elle dit à sa famille qu'elle a trouvé du travail comme femme de ménage. Un soir, alors qu'elle est en famille, la jeune femme reçoit un message sur son pager à 20h54. Oui, c'est possible. On lui a demandé où elle allait et elle nous a dit qu'elle devait aller faire le ménage chez quelqu'un. On lui a dit au revoir, on l'a prise dans nos bras et on lui a dit qu'on l'aimait. Elle nous a dit qu'elle aussi. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vue. Tôt, le lendemain matin,
un homme qui promène son chien trouve le corps d'une femme près d'un stade à Rosewood, en Caroline du Sud. Cela ressemble à une exécution. La victime a reçu 3 balles dans la tête. 2 douilles sont retrouvées près du corps. Grâce à ces empreintes, la police découvre qu'il s'agit de Virginia Russell. On était sous le choc, vraiment. Ça faisait à peine 2 mois qu'elle était sortie de prison quand c'est arrivé. Il lui manque sa chaussure droite. Il n'y a pas de saleté ni de débris sur son pied, mais ses collants sont filés et elle a des écorchures sur les genoux. La douille manquante indique que le tueur l'a peut-être abattue ailleurs et qu'il l'a transportée là où on l'a retrouvée avant de lui tirer encore 2 fois dessus. Visiblement, cette affaire ne se limitait pas à la scène de crime où le corps avait été retrouvé. La police trouve 2 bouteilles de bière vides près du corps, mais elle ne sait pas si elles sont reliées au meurtre. Les enquêteurs trouvent aussi un cheveu sur la victime. Comme on le fait pour chaque scène de crime, on a ramassé tout ce qu'on pouvait trouver. Il n'y a aucune trace d'agression sexuelle, mais 2 porte-monnaies sont découverts près du corps de la victime. Il ne contenait qu'environ $2 et de la petite monnaie. Donc les enquêteurs ont pensé que le mobile pouvait être le vol. L'enquête sur la vie privée de la victime révèle un élément choquant pour sa famille. La vraie profession de Virginia n'était pas femme de ménage. En réalité, elle était call girl. Ça a été un vrai choc. Mais je suppose, si Virginia faisait ça, c'est parce qu'elle avait du mal à trouver du travail à cause de son casier judiciaire. Alors que la famille tente de faire son deuil, les enquêteurs doivent de leur côté gérer un autre problème. Du fait de la profession de Virginia, la liste des suspects est très longue. La voiture de Virginia est retrouvée sur un parking à 3 km de l'endroit où son corps a été découvert. À l'intérieur, la police retrouve une douille. Apparemment, elle a reçu une première balle à l'intérieur de ce véhicule. Il y avait des éclaboussures de sang dans toute la voiture, ce qui était cohérent avec le fait qu'on lui ait tiré dans la tête. Sur le plancher maculé de sang, côté siège passager, se trouve une preuve potentielle. On a retrouvé l'emballage d'un pack de bière, mais il restait une bouteille. Il y avait une bouteille pleine dedans. Cette bouteille est de la même marque que les bouteilles retrouvées sur la scène de crime. Les traces de sang dans la voiture indiquent que Virginia a été traînée en dehors du véhicule. La chaussure qui lui manquait se trouve sur le plancher, côté conducteur. Les enquêteurs cherchent maintenant à découvrir qui lui a envoyé un message sur son pager le soir de sa mort. La trace de l'appel remonte à un appartement loué par un certain Justin Bullard, 27 ans. Il possède un magasin spécialisé dans le nettoyage des aquariums. Le destin s'est acharné sur Virginia Russell. Conduisant en état d'ivresse, elle a provoqué un accident dans lequel Rodney Hartman, son fiancé, a perdu la vie. Accusée d'homicide involontaire, elle a été condamnée à une peine de 6 ans de prison. À sa libération, faute de parvenir à trouver un emploi, elle s'est prostituée. Puis, comme si cette longue descente aux enfers ne suffisait pas, le sort a placé un meurtrier en travers de sa route. Quelques jours après le drame, les enquêteurs parviennent à identifier un suspect crédible, Justin Bullard. Mais, bien qu'un grand nombre d'indices matériels s'accumulent contre lui, le jeune homme, qui ne possède pas de casier judiciaire, persiste à clamer son innocence. L'alibi de M. Bullard était qu'il était chez lui seul. Le problème, c'était que puisqu'il était seul chez lui à cette heure-là, il n'y avait personne pour corroborer son alibi. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition et ils découvrent un grand nombre de preuves dans son appartement. Chez lui, on a trouvé une arme de calibre 380. Le pistolet, enregistré au nom du suspect, est apparemment du même calibre que l'arme ayant servi à tuer Virginia. Mais ce n'est pas tout. Il y avait plusieurs pages arrachées d'un annuaire téléphonique et chacune de ces pages concernait des agences de call girl. Sur l'une de ces paires de bottes, les experts scientifiques remarquent une légère décoloration.
Les bottes sont examinées au microscope. Il y a des éclaboussures de sang dessus. Quand le sang est projeté à une vitesse très élevée, les éclaboussures peuvent être quasi invisibles. Si la surface sur laquelle le sang s'est déposé est absorbante ou de couleur foncée, il y a de grandes chances que le sang soit difficile à déceler à l'œil nu. L'analyse ADN du sang retrouvé sur les bottes le relie au meurtre de Virginia. Les prélèvements ont été soumis à une technique d'analyse génétique, la PCR, et il s'agissait bien du sang de la victime. Quiconque a porté ces bottes a certainement été en contact avec la victime au moment où elle a été tuée. La police examine alors l'arme du suspect. L'arme à feu était de conception russe. Un Makarov, un pistolet semi-automatique conçu pour des munitions de calibre 380. Les douilles retrouvées sur la scène de crime et les douilles provenant des tests effectués à la balistique sont comparées au microscope. Le résultat est sans appel. Il s'agit bien de l'arme de Justin Bullard. J'ai pu déterminer que les douilles de calibre 380 provenant de la scène de crime avaient bien été tirées avec cette arme. Les bottes et le revolver appartenaient à M. Bullard. Et la dernière personne que la victime a appelée était M. Bullard. Les preuves sont accablantes. Pourtant, Bullard nie être le meurtrier et donne une version des faits complètement invraisemblable. Quelqu'un lui aurait volé ses affaires pour commettre le meurtre et les aurait ensuite remises à leur place. Le principal suspect dans le meurtre de Virginia Russell est Justin Bullard. Dans son appartement, les enquêteurs ont découvert toutes les preuves pour pouvoir l'inculper. Le sang de Virginia se trouve sur ses bottes et son pistolet est bien l'arme du crime. Des numéros d'agence de call girl se trouvaient à côté de son téléphone. Et Virginia a été bipée sur son pager du domicile de Bullard quelques heures avant de mourir. Quand on agit et qu'on s'habille comme Rambo, c'est qu'on est Rambo. Bullard prétend que son colocataire a très bien pu lui voler ses affaires et commettre ce crime. Il explique à la police qu'il héberge un ami parce que celui-ci n'a pas payé sa facture et qu'on lui a coupé l'électricité. Cette histoire semble grotesque, mais elle devient tout à fait plausible aux yeux du procureur lorsqu'il apprend qu'une autre call girl a été agressée 3 jours avant le décès de Virginia. Elle est allée voir un client chez lui. Dans l'appartement, toutes les lumières étaient éteintes. Il n'y avait que des bougies. Besoin de réconfort ? Le client n'a pas voulu se montrer, mais il lui a demandé de se déshabiller. Soudain, il a sorti un couteau et lui a demandé son argent. Ensuite, il lui a dit de partir en courant sans se retourner. Elle était à moitié nue. Le locataire de cet appartement est un toxicomane notoire, Roy Beck. La police a découvert que l'individu qui louait l'appartement s'appelait Roy Beck Jr. et que dans cet appartement, l'électricité était coupée. Roy Beck Jr., l'individu qui a agressé la call girl et qui vit dans un appartement privé de lumière, est-il le colocataire de Justin Bullard, le principal suspect du meurtre de Virginia Russell? Si la police en avait confirmation, elle devrait déterminer lequel des 2 hommes est l'assassin. Les enquêteurs soumettent une série de photographies à la victime. Elle a formellement identifié Roy Beck. La description qu'elle en a donnée lui correspondait. Elle ne correspondait pas à M. Bullard. Roy Beck est justement l'ami qu'héberge Justin Bullard. Autrement dit, les 2 suspects vivent dans l'appartement où les preuves liées au meurtre de Virginia ont été retrouvées. Ça faisait 2 suspects potentiels. Les bottes et l'arme appartenaient à Bullard. C'était son appartement. Et Roy Beck vivait chez lui et avait lui aussi accès à ces éléments. Le cheveu retrouvé sur le corps de Virginia n'a pas de racines. Il n'y a donc pas d'analyse génétique possible. Tout ce que les experts peuvent dire, c'est qu'il ressemble davantage aux cheveux de Beck qu'à ceux de Bullard. Mais la police découvre une preuve potentielle dans l'appartement de Roy Beck. On a trouvé 3 bouteilles de bière. On avait donc 2 bouteilles de bière de la même marque sur la scène de crime, dont une encore pleine. Un emballage dans la voiture de Virginia et 3 autres bouteilles dans l'appartement de Beck. Les experts scientifiques font des prélèvements sur les bouteilles retrouvées près du corps de Virginia. Malheureusement, il n'y a pas assez de salive ou de cellules cutanées pour établir un profil ADN. À l'époque, analyser de la salive retrouvée sur un goulot de bouteille n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui.
Les bouteilles sont ensuite soumises à une fumigation de superglue. Les vapeurs de colle adhèrent aux empreintes latentes et permettent souvent de faire apparaître des empreintes exploitables. Le verre est une surface très lisse. Les résidus qui se déposent sur la crête des doigts et sur la paume de la main se transfèrent facilement de la surface de la main sur le verre. Et ensuite, ils y restent. Après 15 minutes passées dans la chambre de fumigation, une empreinte partielle apparaît sur l'une des bouteilles. Il y avait une très longue crête, d'une largeur bien supérieure à n'importe quel doigt humain. Cette empreinte partielle n'appartient pas à Virginia Russell, ni à Justin Bullard, ni à Roy Beck. Les preuves liées au meurtre de Virginia Russell désignent toutes Justin Bullard. L'arme, les chaussures ensanglantées, l'appel téléphonique venaient de son appartement. Mais Bullard n'a pas de casier judiciaire et pas de mobile. Certaines preuves indirectes désignent son colocataire, Roy Beck. On a retrouvé dans son appartement des bouteilles de bière de la même marque que celles qui se trouvaient sur la scène de crime. De plus, Roy Beck est cocaïnomane. C'était un drogué, et pour s'acheter de la drogue, il lui fallait beaucoup de liquide. Le procureur Knox McMahon pense que ce n'est pas une coïncidence si on a retrouvé des bouteilles de bière de la même marque dans deux lieux différents, et il décide donc de s'y intéresser. Si vous regardez ces bouteilles de bière, vous verrez qu'il y a une date de mise en bouteille et un code en dessous. La date inscrite est le 22 octobre 1996, suivie par les lettres W, F. W, c'est le lieu de fabrication, dans ce cas-là, Williamsburg, en Virginie. Et dans cette usine, il y a plusieurs rangées. Le F indique dans laquelle a été effectuée la mise en bouteille. Les enquêteurs ne ménagent pas leurs efforts, car ils ont soudain l'intuition que les codes gravés dans le verre des bouteilles de bière pourront leur permettre d'établir la culpabilité de l'un des deux suspects. Après réflexion, il leur semble que l'information la plus importante est la dernière partie du code. Il comporte le numéro 58. Renseignement pris. La brasserie de Williamsburg conditionne 600 bouteilles toutes les 15 minutes. Et chaque tranche d'un quart d'heure de production est désignée par un nombre. La solution de ce rébus désignera-t-elle le coupable? 58 signifie la 58e période de 15 minutes en 24 heures, ce qui correspond à la tranche de 14h15 à 14h30. Mais combien de bouteilles sont remplies en 15 minutes? Le nombre de bouteilles remplies en 15 minutes ne représente qu'1% du million de bouteilles sortant de l'usine chaque jour, ce qui signifie que 14 000 bouteilles peuvent avoir le même code. Dans ce cas, quelle est la probabilité pour que Roy Beck ait 3 bouteilles de bière dans son appartement ayant le même code que celles trouvées sur la scène de crime et dans la voiture de Virginia? La probabilité que cela arrive est extrêmement faible. Il faudrait que les personnes concernées se trouvent au même endroit au même moment pour acheter la même marque de bière. Les chances pour que les bouteilles de bière proviennent de différents packs dépassent les 1 sur 32 millions. Ces 6 bières provenaient du même pack. Roy Beck est arrêté et inculpé du meurtre de Virginia Russell. Le procureur pense qu'il faisait venir des call girls chez lui pour leur voler leur argent. La première fois, il a demandé à ce que la jeune femme vienne chez lui. Lorsqu'elle arrive, Beck lui vole environ $200 en la menaçant. Puis, il la laisse partir. Puisqu'il n'y a plus d'électricité chez lui, Beck s'installe chez son ami Justin Bullard. Et lorsqu'il a de nouveau besoin d'argent, il rappelle l'agence de call girl, mais cette fois depuis le téléphone de son hôte. Il obtient un rendez-vous avec Virginia Russell. Dans l'appartement de Bullard, il prend les bottes, le pistolet et le pack de bière. Quand Virginia arrive, Beck monte dans sa voiture. Bonsoir, c'est vous, Roy? Ouais, et vous, c'est Virginia? Oui, montez. Ils se dirigent vers un endroit désert. Ils boivent chacun une bière et jettent les bouteilles vides par la fenêtre. Beck aurait fait la connaissance de Virginia lors d'un précédent rendez-vous. Le procureur pense qu'il a décidé de la tuer pour qu'elle ne puisse pas l'identifier. Le sang éclabousse la dernière bouteille et les bottes que Beck a volées chez Bullard. Beck traîne le corps de Virginia sur la route. Puis,
lui tire 2 autres balles dans la tête. Il lui vole son argent avant d'abandonner sa voiture 3 kilomètres plus loin. Plus tard, Beck remet à leur place les objets dérobés à Bullard, piégeant ainsi son ami. Mais Beck ne savait pas que 3 bouteilles de bière laissées dans son appartement le relieraient aux bouteilles découvertes sur la scène de crime et à celles restées dans la voiture de Virginia. C'était un élément capital dans cette affaire. C'était le seul élément qui pouvait vraiment situer Beck sur les 3 scènes de crime. Bullard voulait rendre service. Et il a été abusé par un individu qu'il pensait être son ami. Pendant son procès, Roy Beck clame que c'est Justin Bullard, le meurtrier. Mais la science a prouvé le contraire. Moi, personnellement, je ne pensais pas que c'était Bullard. Quand je l'ai vu à la barre, il n'avait pas le regard d'un tueur. J'ai toujours su que c'était Beck. Beck est déclaré coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à perpétuité. 2 suspects reliés au meurtre par les mêmes preuves. Pour les enquêteurs, cette affaire sortait vraiment de l'ordinaire. Jusqu'à ce qu'un élément aussi insignifiant que le code d'une bouteille leur permette de découvrir lequel des 2 mentait et lequel disait la vérité. Les bouteilles de bière, c'est ce qui l'a fait plonger. À mon avis, ça, il ne l'avait pas prévu. Les bouteilles de bière font partie des éléments les plus incriminants de cette affaire. C'est très inhabituel de retrouver un assassin grâce à des bouteilles de bière et leur date de fabrication. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Des preuves indirectes comme ça, on n'en voit pas tous les jours. C'est pas commun. Ce sont des objets qu'on regarde, qu'on voit, qu'on touche tous les jours. Et tout à coup, ils peuvent vous relier à un meurtre. La méthode employée par les enquêteurs pour résoudre cette affaire est à la fois étonnante et originale. S'ils n'avaient pas eu l'intuition que les bouteilles de bière pouvaient leur fournir des indices déterminants, ils auraient pu commettre une terrible erreur judiciaire, car les preuves matérielles incriminaient Justin Bullard, Roy Beck ayant tout mis en œuvre pour qu'il endosse le meurtre à sa place. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, une batterie de réglementations oblige les industriels à inscrire de plus en plus d'informations codées sur les produits qu'ils distribuent. Ces indications ont surtout pour but de faciliter leur traçabilité. Mais détournées de leur fonction première, elles peuvent aussi permettre aux enquêteurs de dater avec précision la fabrication d'objets banals et de les différencier. Dans notre affaire, les séries de codes ont permis aux policiers de déterminer, avec une marge d'erreur de 1 sur 32 millions, que les bouteilles retrouvées près du cadavre de Virginia Russell et celles se trouvant dans l'appartement du suspect faisaient partie du même pack. Il est heureux et rassurant de penser que dans certains cas, les industriels prêtent, bien involontairement, ils prêtent main à la justice. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de Vos enquêtes impossibles. Selon l'ancien agent du FBI et profiler John Douglas, une enquête sur un meurtre doit commencer par 2 questions. Pourquoi cette victime a été sélectionnée plutôt qu'une autre? Et comment a-t-elle été assassinée? C'est seulement une fois ces 2 interrogations posées, d'après le profiler, que l'enquêteur pourra commencer à se demander qui est l'auteur du crime. Dans l'affaire que nous allons suivre maintenant, une femme de 42 ans est retrouvée morte à son domicile. Les enquêteurs pensent que le tueur a mis en scène son crime, voulant faire penser à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais en touchant à la disposition des lieux, le criminel laissait en fait derrière lui un indice de son passage. Et les policiers vont découvrir que 16 ans auparavant, une femme a été retrouvée morte exactement dans les mêmes conditions. Barbara Purcell, thérapeute de 42 ans, travaille au centre médico-social de Rockford, dans l'Illinois. C'est une femme dynamique, solide, extravertie et qui aime rire. Elle était indépendante. Parfois, elle pouvait aussi se montrer dure. Elle avait toujours su se débrouiller toute seule.
Mais elle savait aussi prendre soin des autres. Elle aurait fait n'importe quoi pour les gens qu'elle aimait. Le 6 juin 2001, Barbara doit prendre son service à 7 heures du matin pour finir à 15 heures, mais elle ne vient pas travailler. Barbara vit seule. Ses amis, ne parvenant pas à la joindre sur son téléphone portable, décident d'appeler la police. Une de nos voitures de patrouille a été envoyée à son domicile pour voir si tout allait bien. La porte d'entrée est fermée à clé. À première vue, tout semble normal, et personne ne répond lorsque la police sonne. L'agent s'est aperçu que la porte de derrière était entr'ouverte et qu'une fenêtre était cassée. Le corps de la victime gisait au bas de l'escalier. Il s'agit bien de Barbara Purcell. Elle est déclarée morte sur les lieux. La police ne croit pas à un accident. Il y avait une grande quantité de sang dans la cage d'escalier et un peu dans la cuisine. D'après la rigidité du corps, le médecin légiste estime que la victime est décédée la nuit précédente. J'ai déterminé un créneau de 12 heures. Connaître l'heure exacte de la mort est l'un des aspects les plus difficiles des sciences médico-légales. Donner une réponse précise n'est pas toujours possible. La présence de quelques œufs de mouche indiquait qu'elle était probablement décédée la veille de la découverte du corps. La plupart des pièces de la maison ont été saccagées. Les bijoux de Barbara ont disparu, tout comme sa collection de pièces de monnaie. L'alliance de Barbara n'est plus à son doigt. Selon ses proches, elle la portait tous les jours, même si elle était séparée de son mari. Au départ, tout laissait penser que c'était un cambriolage et que la victime avait surpris les voleurs ou que ceux-ci attendaient qu'elle rentre chez elle. Et d'après la disposition des vêtements de Barbara, il semblerait qu'elle ait été agressée sexuellement. Le crime pouvait avoir été commis par un étranger ou bien par une personne qui la connaissait et qui savait qu'il y avait des biens dans la maison, comme les pièces. Qui plus est, cette personne était peut-être sexuellement attirée par la victime et l'a agressée. À l'extérieur, la police relève des indices très importants. Des traces de pneumatiques dans les graviers et dans un espace vert situé juste derrière la maison de la victime. En suivant les traces dans l'herbe, la police a découvert un endroit près de la maison où un véhicule avait été garé pour ne pas être vu par les voisins. Après avoir photographié ces traces de pneumatiques, les enquêteurs ont eu recours à un procédé bien spécifique pour en obtenir un moulage. Les chiens renifleurs de la police parcourent les environs, hélas sans succès. De retour au bureau du shérif, l'inspecteur Wagner examine les dossiers de la police à la recherche de crimes similaires qui se seraient produits dans le voisinage. Au début d'une enquête, on envisage toutes les possibilités. On se demande si une personne condamnée pour agression sexuelle ou vol, mais récemment libérée, aurait pu commettre ce crime. En France, les policiers disposent de différentes bases de données leur permettant de consulter la mémoire des services. Mis en place depuis une quinzaine d'années, ces outils se révèlent d'une grande aide dans les investigations de la police. L'un des plus importants est certainement le STIC, le système de traitement des infractions constatées. C'est le grand fichier de procédure de la police nationale. Il enregistre toutes les informations relatives à des infractions commises sur le territoire national. Nature de l'infraction, circonstances de lieu et de temps, mode opératoire, objet volé, identité du suspect et de la victime. Le fichier STIC est consulté plus de 20 millions de fois par an. Il a prouvé son efficacité dans de très nombreuses affaires. Mais la consultation des bases de données criminelles va-t-elle aider les policiers qui enquêtent sur le meurtre de Barbara Purcell? Nous avons découvert qu'un cambriolage avait eu lieu dans cette même maison avant l'emménagement des Purcell, et des armes avaient été volées. Mais aucun vol ni agression sexuelle ne s'est produit dans le quartier depuis, et aucun délinquant sexuel n'habite dans les environs. C'est l'autopsie de Barbara Purcell qui apportera aux enquêteurs un premier indice essentiel. Son meurtre a été mis en scène. La liste des messages téléphoniques enregistrés au domicile de la victime l'après-midi où elle a été tuée va fournir une première piste solide à la police. D'après les enregistrements, la même personne a appelé 3 fois à faible intervalle aux alentours de 17h30, peu de temps avant le meurtre.
Nous avons contacté son opérateur téléphonique et obtenu la liste des appels reçus à son domicile. Plusieurs émanaient d'un certain Willie Brown, habitant à l'extérieur de Rockford. L'hypothèse de la police est qu'il a appelé pour savoir s'il y avait quelqu'un dans la maison. Évidemment, les cambrioleurs préfèrent agir quand les lieux sont inoccupés. Quand nous avons interrogé Willie Brown, nous lui avons demandé à plusieurs reprises pourquoi il avait appelé ce numéro, qui il connaissait à cette adresse et l'objet de ses appels. Il a nié connaître les Purcell et il a nié être l'auteur des coups de téléphone. Mais lorsque la police mentionne le relevé téléphonique des Purcell, Brown change sa version. Nous lui avons demandé s'il avait récemment passé des appels sortant de ses habitudes. Il a déclaré qu'il avait composé plusieurs fois un numéro figurant dans les petites annonces. Et ce numéro ressemblait beaucoup à celui des Purcell. Brown a effectivement essayé de joindre un numéro se terminant par 0736, mais il a en réalité appelé le 0726, le domicile de Barbara. Willie Brown est donc écarté de la liste des suspects. Durant l'autopsie, le légiste établit sans doute possible la cause de la mort de Barbara Purcell. La victime est décédée des suites d'un traumatisme crânien très grave, provoqué par de multiples blessures à la tête. D'après ce que j'ai pu observer, elle a reçu 2 à 4 coups violents à la tête. Barbara a également un doigt cassé à la main droite et sa main gauche présente des écorchures. Son agresseur l'a probablement obligée à se retourner. Il l'a attaquée par derrière et les blessures de ses mains laissent supposer qu'elle a tenté de lui résister et de se protéger des coups qui pleuvaient. Les taches de sang m'ont permis de déterminer que l'agression a débuté en haut des escaliers où Madame Purcell a été frappée, puis une lutte s'est engagée dans l'escalier. Et j'ai pu en conclure que la victime avait reçu au moins 3 coups violents durant l'attaque. Barbara Purcell ayant été découverte à demi dévêtue, la police a d'abord pensé qu'elle avait été agressée sexuellement, mais les examens médico-légaux réfutent cette hypothèse. Tout laisse maintenant à penser qu'il s'agit d'une mise en scène. Le tueur a voulu faire croire qu'il avait violé la victime. L'examen de la porte de la cave à l'arrière de la maison met en évidence un autre détail surprenant. Apparemment, la vitre a été brisée de l'intérieur. La plupart des bris de verre ont été retrouvés entre la porte intérieure et la double porte. Ces éléments ne cadraient pas avec le scénario où quelqu'un aurait essayé de s'introduire dans la maison. Aucune autre porte ou fenêtre n'était ouverte. Alors comment le tueur est-il entré? La seule autre personne à posséder une clé de la maison de Barbara n'est autre que son mari Willard. Le couple a décidé de se séparer 5 jours avant le meurtre. Je pense que chacun des deux avait des doutes sur la fidélité de l'autre. Willard passait beaucoup de temps sur son portable professionnel et il sortait de la maison pour prendre ses appels. Ils se disputaient beaucoup à ce sujet. Barbara s'est aussi acheté un téléphone portable et son mari en a déduit que c'était parce qu'elle avait une liaison. Nous n'avons jamais pu avoir confirmation de cette hypothèse. Une semaine avant le meurtre de Barbara, les soupçons de Willard se transforment en une rage incontrôlée. Madame Purcell venait de rentrer de son travail. Il a surgi comme un fou de la cuisine et l'a attaqué avec une arme paralysante qui a laissé des marques sur son cou. Nos agents sont arrivés sur les lieux et l'ont placé en garde à vue. Suite à cette agression, une ordonnance de protection d'une durée de 2 semaines a été délivrée par un juge à Barbara. Cela signifiait que pendant la durée de l'ordonnance, Willard ne pouvait pas s'approcher de sa femme ni de son domicile. Pour cette agression, Willard fut accusé de violence conjugale et d'utilisation illégale d'armes. Il accusa sa femme d'avoir inventé toute cette histoire d'agression. La police chercha à son domicile l'arme paralysante, mais ne trouva rien. Le motif de l'agression était la jalousie. Comme nous l'avons vu, Willard soupçonnait sa femme d'avoir une relation extra-conjugale. Et ses doutes n'avaient fait que grandir durant les semaines précédant l'agression, car Barbara passait de plus en plus de temps au téléphone. Eh bien, en fait, elle parlait avec son fils pour mettre en place les derniers détails de l'organisation du mariage de celui-ci. La police interroge Willard Purcell sur son emploi du temps l'après-midi où sa femme a été tuée. Il a déclaré qu'il avait passé la journée à son travail.
et qu'il avait quitté son bureau à 15 heures pour se rendre directement chez son frère, où il est resté dormir. Ce serait un solide alibi pour Willard Purcell, car il travaille à Chicago, soit à 1h30 du domicile de sa femme. Élément troublant dans cette affaire, celle-ci a contacté les services de police quelques jours avant sa mort. Barbara a affirmé que son mari avait peut-être assassiné sa première femme. La victime avait été découverte gisant au bas des escaliers et l'enquête avait conclu à un accident. Mais avant que la police ne puisse vérifier ses dires, Barbara Purcell est assassinée. Ironie du sort, son corps sera également découvert au bas des escaliers. Quand je l'ai appris, j'ai tout de suite pensé qu'il les avait tuées toutes les deux. Avant d'être assassinée, Barbara Purcell a contacté la police pour les avertir que son mari, Willard Purcell, avait certainement tué sa première épouse, Crystal. Mais elle n'a aucune preuve, uniquement des soupçons. Quelques jours plus tard, Barbara est retrouvée morte à son domicile au bas de l'escalier. Les circonstances de sa mort sont identiques à celles de Crystal Purcell. Nous pensions à ce moment que sa première épouse avait été victime d'un meurtre. Le bureau du procureur a estimé disposer de suffisamment d'éléments pour faire exhumer le corps de sa première épouse. 16 ans après les faits, l'examen médico-légal permet tout de même de mettre en évidence une lacération de 6 cm à l'arrière de sa tête, ainsi qu'une fracture du crâne. Le médecin légiste a établi que ces blessures correspondaient à une chute dans l'escalier. Aucun élément ne permettait de démontrer qu'elle avait été poussée, et c'était certainement impossible à prouver. Les enquêteurs décident donc de concentrer leurs recherches sur le meurtre de Barbara Purcell. Et ils saisissent le véhicule de son mari. Les pneus sont envoyés au laboratoire d'analyse médico-légale pour comparer leurs traces à celles retrouvées derrière la maison de Barbara. J'ai découvert que le phénomène d'usure était identique, tout comme les motifs. J'ai donc décidé de m'intéresser aux caractéristiques accidentelles. Malheureusement, c'est sur ce point qu'il n'y a aucun recoupement possible. Les pneus du véhicule de Willard sont du même modèle et de fabrication identique, mais le moulage des traces pneumatiques derrière la maison de Barbara n'est pas suffisamment précis pour une analyse plus approfondie. Je n'ai pas pu obtenir de correspondance parfaite à cause du manque de caractéristiques accidentelles. La police décide alors de s'intéresser plus en détail aux blessures défensives sur les mains de Barbara, et relève un élément troublant. Des écorchures sont présentes sur le dos de ses mains et non sur ses paumes, qui est pourtant l'endroit le plus commun pour ce type de blessure. Les enquêteurs transmettent l'épreuve à un odontologiste médico-légal. Le docteur Lowell Levine donne alors une explication détaillée des premières conclusions des experts. Il y avait des plaies multiples qui semblaient avoir été causées par des dents. Ce qui était vraiment très surprenant dans cette affaire, c'est que ces morsures étaient présentes sur le dos de ses mains et non sur les paumes. Qui a pu laisser ces marques de dents? Les enquêteurs obtiennent un mandat pour faire un moulage en plâtre des mâchoires inférieures et supérieures de Willard Purcell. Grâce à ces moulages, les experts effectuent des reproductions grandeur nature sur transparent qu'ils placent sur des photographies agrandies des mains de Barbara. La dentition du suspect est très particulière. L'encombrement des dents du bas était tel que certaines ont pratiquement poussé vers l'extérieur. Et l'une de ses incisives de devant est tombée. Ces éléments font que sa dentition est vraiment très particulière. Mais ce serait le terrain de jeu rêvé de tout orthodontiste. Grâce à ces transparents, l'odontologiste Lowell Levine parvient à identifier 5 blessures distinctes faites par les dents de Willard sur les mains de Barbara. Les plaies les plus prononcées ont été faites par les incisives supérieures, précisément celles du milieu. Elles ont certainement été causées au moment où la victime se débattait et essayait d'éviter les morsures de son agresseur. Le médecin légiste est capable de déterminer à quel moment ces blessures ont été infligées à Barbara Purcell. En observant les meurtrissures de la victime, le légiste a pu établir que les morsures avaient été faites pendant l'agression et qu'en identifiant les empreintes dentaires, on identifierait le coupable.
Et des témoignages vont confirmer les analyses du médecin légiste concernant le moment où Barbara Purcell a été mordue. 2 collègues de la victime qui travaillaient avec elle au département de kinésithérapie de la clinique Rockford, Amy Newburn et Helen Curry, ainsi qu'une patiente de Barbara, Rebecca Burrick, ont déclaré qu'elles avaient vu Barbara le 5 juin 2001. Elles affirment que ce jour-là, la victime n'avait aucune blessure sur ses mains. Le lendemain, elle ne se présentait pas au travail. Sa collègue, Amy Newburn, décida donc d'appeler chez elle. Comme personne ne répondait, elle appela la police. La suite, nous la connaissons. Mais revenons maintenant à l'examen du corps de Barbara par le médecin légiste. Ces preuves désignent tout un seul individu, Willard Purcell, dont l'alibi s'effrite de toutes parts. Dans sa déposition initiale, il a affirmé être sur son lieu de travail à Chicago le jour où sa femme a été tuée, mais une enquête approfondie révèle que ce n'est pas le cas. Nous avons rapidement établi qu'il avait menti. Son employeur nous a confirmé qu'il avait quitté son travail vers 11 heures. La police est également en mesure de prouver que le suspect se déplaçait en voiture à proximité de chez Barbara aux environs de l'heure du meurtre. Nous avons ensuite étudié le relevé d'appel de son portable et constaté qu'il avait passé plusieurs coups de fil via une antenne relais de Rockford et non de Chicago. Rockford est la ville où habitait Barbara Purcell, et la propriétaire d'un restaurant tout proche de son domicile a identifié Willard Purcell. Le suspect se serait arrêté pour y déjeuner l'après-midi du meurtre. Son comportement était tout simplement très étrange. Il aurait commandé un hot-dog dont il n'aurait mangé qu'une bouchée. La propriétaire lui a demandé si tout allait bien. Il a répondu oui, mais il avait jeté le plat. Lors de la perquisition du domicile de Willard, la police trouve un sac poubelle rempli d'objets provenant de chez Barbara. Le suspect prétend qu'elle aurait mis des affaires de côté pour lui lorsqu'il a quitté le domicile conjugal. Mais l'alliance de Barbara est également dans ce sac et elle n'aurait jamais accepté de s'en séparer. La victime a été retrouvée sans son alliance. Certains de ses collègues ont insisté sur le fait qu'elle la portait toujours en dépit de leurs difficultés conjugales. Le suspect Willard Purcell est arrêté pour le meurtre de sa seconde épouse, Barbara. Durant le procès, il ne cessera de déclarer que ce n'était qu'un accident. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à elle, ou sans que j'ai envie de lui parler. Quand je tombe sur un bon roman, j'ai envie de lui en parler aussi, et de partager ça avec elle. Et j'aimerais tellement pouvoir lui dire qu'elle a 2 petits-enfants aujourd'hui. Elle me manque tellement. Willard Purcell est en prison et attend d'être jugé pour meurtre. En poursuivant ses recherches, la police découvre que le mariage des Purcell se dégradait depuis des années. Ils faisaient chambre à part et s'éloignaient de plus en plus l'un de l'autre. Et je pense qu'il a fini par comprendre qu'il avait vraiment l'intention de demander le divorce. Concernant ce meurtre, je pense que le mobile le plus probable, c'est que Willard ne voulait pas vivre un divorce, ni avoir à partager avec Barbara tout ce qu'il avait durement gagné au cours de sa vie. Le couple se sépare, mais Willard agresse physiquement Barbara une journée ou deux après cette décision. Lorsque la jeune femme signale l'agression à la police, son mari est pris d'un accès de rage. Les enquêteurs ont établi que plusieurs jours après, Willard a quitté son travail aux environs de 11 heures et qu'il a parcouru 150 km pour rejoindre le domicile de Barbara. Le relevé de ses appels téléphoniques fournit le parcours de Willard. Il se trouvait bien à proximité de la maison de Barbara l'après-midi du meurtre. Il dissimule son véhicule derrière la maison de sa femme, laissant au passage des traces de pneumatiques. Il pénètre facilement dans la maison en utilisant son jeu de clés, et il attend que Barbara rentre du centre médico-social. Il la surprend en haut des escaliers et la frappe à la tête. La jeune femme se défend et le frappe à son tour au visage. C'est là que Willard laisse des traces de morsures sur les mains de Barbara. Il arrange ensuite la scène de crime en dénudant la victime pour faire croire à une agression sexuelle. Puis il emporte de nombreux objets et l'alliance de sa femme pour orienter la police vers la thèse du cambriolage.
Mais sa mise en scène ne tient pas la route. Il commet une grossière erreur en brisant une vitre dont les morceaux tombent à l'extérieur de la maison. Durant le procès, Willard reconnaît s'être battu avec Barbara, mais il maintient qu'elle est tombée accidentellement dans les escaliers et que lorsqu'il est parti, elle parlait et allait bien. Selon les experts médico-légaux, à cause de la gravité des blessures de la victime à la tête, cela est impossible. Barbara Purcell aurait été incapable de s'exprimer après avoir reçu ces coups. En fait, elle a dû perdre connaissance immédiatement. Un spécialiste en morpho-analyse des taches de sang a pu retracer les événements. Quand on étudie les taches ovales, on remarque une sorte de queue, ce qui démontre que du sang a coulé d'une blessure ou d'une arme. Le type de tache relevée sur place ne concorde pas avec celle qu'une chute occasionnerait. Elle résulte des coups assénés avec une force extrême qu'a reçue la victime. Selon les enquêteurs, les morsures prouvent que Barbara faisait face à Willard. Elle essayait de se défendre alors qu'il la frappait de façon répétée avec un objet contondant. C'était un élément crucial attestant qu'il avait tué Barbara. Je dirais même qu'il s'agissait du plus incriminant. Les preuves médico-légales ont joué un rôle important. L'expert en morpho-analyse a su les faire parler en quelque sorte, et il a établi que Barbara Purcell avait reçu au moins 3 coups dans les escaliers. Comment un jury aurait-il pu croire à un accident? J'ai été très surprise par les éléments que la police a pu recueillir grâce aux taches de sang. Ils ont pu établir rapidement que ce n'était ni une chute, ni un accident. Je suis tellement soulagée qu'ils aient pu découvrir la vérité, parce que sinon ils n'auraient jamais été inquiétés ni même condamnés pour son crime. Les morsures et leur analyse ont été des preuves cruciales dans cette affaire, tout comme les analyses des pneumatiques et la morpho-analyse des taches de sang. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir grâce aux sciences médico-légales. Pendant son procès, Willard a eu l'audace de déclarer qu'il n'avait fait que se défendre face aux coups que lui portait Barbara Purcell. Il assura qu'il n'était pas venu chez elle pour se battre, mais pour parler de la mesure d'éloignement. Le jour du meurtre, celle-ci l'avait laissé entrer. Selon Willard, après quelques minutes d'une discussion agitée, Barbara était allée se chercher un verre d'eau et en revenant, se serait mise à le frapper avec une lampe torche. Dans la bagarre qui suivit, la malheureuse serait tombée dans les escaliers. C'est du moins la thèse défendue par Willard. Et l'on comprend pourquoi il y tient tant. Une police d'assurance vie récemment contractée par Barbara lui assurait de remporter 80% de la rente si sa femme mourait accidentellement. C'est sur cette chute très immorale que cette émission se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et de nous rester fidèles. Et puis j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.